Ça enregistre. Hop. Eh ben parfait. Donc, bonjour à tous. Merci Solène d'être avec moi pour cet entretien. On va commencer tout d'abord avec les présentations. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es diplômé à l'IDRAC Business School avec une spécialisation en finance des marchés et de l'entreprise. Ton parcours professionnel t'a d'abord conduite vers le conseil en gestion de patrimoine en alternance chez Co-Invest, Mhm. où tu as acquis une solide compréhension des besoins clients et des enjeux de la protection financière. Tu travailles aujourd'hui comme content manager chez Mon Petit Placement, une fintech lyonnaise qui a fait de l'accessibilité et de la pédagogie financière ses chevaux de bataille. C'est là que tu côtoies au quotidien les mutations profondes que le digital impose aux acteurs traditionnels de la finance et de l'assurance. Ce parcours, à la fois ancré dans le conseil humain et tourné vers l'innovation digitale, fait de toi donc un témoin privilégié de la question que je me suis posée dans ma thèse. Comment une structure de courtage familiale peut-elle digitaliser son expérience client pour survivre face aux assurtech sans perdre son ADN? Solène, bonjour. Bonjour. Est-ce que jusque-là, au niveau de la présentation, je n'ai absolument rien manqué? J'ai tout bon? Non, t'as plutôt tout bon. Peut-être juste la précision, c'est que je suis plus exactement content manager, maintenant je suis brand manager, ce qui Ok. fait que ça inclut le contenu, c'est une évolution de poste, et donc je supervise le contenu, mais pas que aujourd'hui, grosso modo. Ok, très bien. Écoute, moi, je vais donc on va pouvoir donc se lancer dans une série de questions avec toi. Je sais que d'ailleurs, tu m'as prévenu tout à l'heure que tu avais un temps très limité. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées, on continuera. Donc, un post en forme d'article de blog sera prévu dans lequel Solène répondra aux questions, mais textuellement. On fait comme ça. Exactement. Parfait. Alors, tout d'abord, moi, je vais me permettre, hop là, clac. Donc, les questions, moi, je les ai sous les yeux. Alors, tout d'abord, hop, est-ce que tu peux me décrire ton rôle de content manager content manager auparavant, chez Mon Petit Placement au quotidien, et quels sont les contenus que tu produis et quels sont tes objectifs prioritaires? Alors chez Mon Petit Placement, on essaye de produire un maximum de contenu, principalement écrit. Donc on va être sur du blog, de la newsletter, tout ce qui est, mail client, tout ce qui est dans l'application aussi. Dans l'application, on met en avant pas mal, d'articles, spécialement conçus pour nos clients. Après, on a toute la partie réseaux sociaux qui est aussi une partie importante des contenus. Aujourd'hui, on a Instagram, LinkedIn, Facebook principalement, et on commence à être sur TikTok. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur des trucs plus statiques et textuels. Et nous, notre but, c'est demain de pouvoir passer sur des formats plus dans le jus avec ce qui se fait en ce moment, et donc plus faire des vidéos, pourquoi pas peut-être dans un second temps du podcast, enfin voilà, faire des formats qui sont un petit peu plus vivants. D'accord. Alors, Euh, oui. oui, vas-y, je t'en prie, Je désolé. vais revenir sur les objectifs que tu me disais qu'on va regarder. Il y en a deux en fonction un peu des canaux et ça va un peu différer. Le premier, c'est de l'acquisition. Donc, c'est au final de faire en sorte que quelqu'un devienne client. Et le deuxième, ça va être de la notoriété, je dirais. Donc, d'essayer de faire connaître la marque Mon Petit Placement via nos contenus. En fait, on se dit que pousser directement une assurance vie pour investir, c'est un petit peu brut de décoffrage. Et donc, pour des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, car notre cible est très néophyte, on va plutôt pousser des contenus pédagogiques pour s'éduquer sur la finance. Et ensuite, on se dit que quand la personne sera éduquée, elle pourra être amenée à devenir cliente par la suite. Et le dernier objectif, je dirais, qui est plus sur la partie client, c'est vraiment purement de la satisfaction clientèle. Ok, ok. Alors ça, pour le coup, c'est assez clair. Solène, je vais passer. Alors maintenant, on va pouvoir donc transiter vers le content marketing et l'acquisition client. Et la prochaine question, est la suivante. Quel est le rôle du contenu dans le parcours d'acquisition d'un nouveau client chez Mon Petit Placement? Je dirais que du coup, le contenu, il arrive un petit peu en top du funnel.
Donc c'est-à-dire que encore une fois, ça dépend du canal sur lequel on va poster. Mais en général, on va faire un contenu qui va être hyper détaillé pour que la personne nous connaisse. Et donc avec ça, on va essayer de faire du lead gen. Par exemple, imaginons, on sort, je te donne un exemple concret. Là, on a sorti un guide des impôts, étant donné que c'est la période des impôts. Donc on a fait un guide des impôts qui est un guide d'une quinzaine de pages. Donc ça, on va le publier sur tous les canaux possibles. Et l'idée là, c'est de faire vraiment du lead gen et pas de se dire que le client, que la personne va convertir directement. Et ensuite, ça va être de le retravailler par du contenu via des mails, par d'autres moyens s'ils ont téléchargé l'application, par des notifications. Voilà, donc essayer de le retravailler par, là, c'est les sales qui vont rentrer en jeu pour essayer du coup de les appeler. Et donc voilà, le contenu, il arrive vraiment au tout début en général, mais il arrive aussi tout à la fin, dans le sens où quand la personne est déjà cliente, du coup, la personne est déjà cliente. Là, notre but, c'est plus du tout de le convaincre parce qu'il est déjà convaincu par Multiplacement, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit satisfait et qu'il reste chez Multiplacement. Donc, on va essayer de proposer un maximum de contenu pédagogique pour que la personne continue à s'éduquer tout au long de son parcours chez Multiplacement. Très bien. Prochaine question, comment mesures-tu l'impact de votre stratégie de contenu? Quels sont tes KPIs principaux? Encore une fois, ça dépend un peu des canaux. Je dirais que sur le site, du coup, on va principalement travailler toute la partie SEO et donc on va regarder principalement le trafic organique que va nous générer le SEO. On va regarder aussi le positionnement de nos mots-clés, voilà, un peu tout le classique du SEO. Concernant toute la partie mail, du coup, on va regarder les taux d'ouverture, les taux de clics sur ouverture. Sur des documents un petit peu e-book, souvent on va mettre des liens traqués à l'intérieur avec des CTA. Donc là, on va mettre des liens avec des UTM et donc l'idée, ça va être de traquer et voir est-ce que ces CTA fonctionnent ou pas. Sur les réseaux sociaux, on va regarder pas mal les taux d'engagement, le nombre d'abonnés, les likes, un petit peu les trucs classiques voilà, des réseaux sociaux. Donc, en fait, on va vraiment travailler par canal et chaque canal aura un petit peu ses KPI différents. Alors Solène, moi, j'aimerais qu'on se précipite sur le cœur du sujet, à savoir l'éducation financière. On observe en France une forte résistance culturelle à l'investissement, mais les choses changent. Parce que l'argent qui dort sur les livrets, la peur des risques, bon, ça reste tout de même des a priori qui sont légitimes. Comment ton contenu s'attaque-t-il concrètement à ces biais cognitifs et émotionnels? Et je pense que c'est bien de le prendre en compte qu'il y a un vrai, on va dire vraiment quelque chose d'émotionnel dans l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un investit et que les marchés baissent demain, le risque, c'est pas que les marchés baissent, mais le risque, c'est lui-même, c'est qu'en fait, avec ses émotions qui vont rentrer en jeu, la personne, elle va pas rester investir, elle va avoir peur et elle va tout retirer son argent. Alors qu'en fait, s'il avait attendu, qu'il avait été éduqué par avant de savoir qu'il faut rester, que c'est de l'investissement, c'est du long terme, en fait, il aurait juste rien fait et puis les marchés auraient remonté et il n'aurait pas perdu son argent. Donc, c'est déjà de le prendre en compte, de se dire qu'en fait, l'émotionnel est important, que l'argent, au sens global, c'est une vraie, c'est quelque chose dont les Français ont une vraie, comment dire? J'ai perdu le mot. Ils ont, j'arrive plus à retrouver le mot. Les Français, une de leurs premières craintes, c'est lié à l'argent. On avait fait une étude sur ça avec Multiplacement. En fait, il se trouve que plus d'un Français sur deux, sa crainte numéro 1, c'est pas la santé, c'est pas quelque chose d'autre, c'est de pas avoir d'argent à la fin du mois ou quelque chose lié à l'argent. Donc, comment on gère ça? On essaye de rassurer les gens, de les aider à gérer leur budget, pas directement parler d'investissement au sens propre, d'y aller progressivement. Voilà, on commence avec des notions de base sur l'éducation financière. Et après, je pense qu'il faut vraiment parler avec, trouver les choses que les Français ont vraiment comme problématique. C'est-à-dire que si moi je fais un article sur c'est quoi l'assurance vie? Bon, les gens, ça les intéresse peut-être pas forcément. Par contre, si voilà, là, c'est les impôts qui sont en train de sortir, personne nous a appris à faire à faire sa déclaration d'impôt. Bon, alors moi, je vais faire des articles sur comment déclarer ses impôts, comment, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment aller là où il y a des vraies problématiques pour les Français. D'accord.
Et je dirais en dernier lieu de ne jamais nier le risque de l'investissement. Enfin, c'est bien que dès le début, être transparent sur ça, que les gens le comprennent et l'intègrent, parce que si on l'intègre dès le début, bah, on partira pas dès qu'il y a un risque par la suite, quand les marchés baissent ou quoi. Ok, parce que pour le coup, mon petit placement semble cibler activement les millennials, hein, qui sont bah, du coup les prochains investisseurs, et les personnes qui n'ont également jamais investi. Mais y a-t-il un segment spécifique, par exemple des femmes, des jeunes actifs, des indépendants, pour lesquels vous adoptez votre ton ou vos formats? Mmh. Bah, on va dire que notre cible principale, nous, ça va être les, trentenaires, on va dire, mais en effet, que ce soit, bah, via nos réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, Instagram, on va plus s'adresser à une tranche un petit peu plus jeune. Donc là, on va aller vraiment sur des tons beaucoup plus décalés, des références culturelles. On a notamment, créé une application qui s'appelle Flouz. Mhm, Là, on a essayé vraiment d'être à un maximum, d'un ton humoristique, on va dire presque, pour, aller à l'encontre du fait que la finance peut être vue comme, ennuyant. Donc on veut vraiment contrer ça, on veut que ça intéresse les gens et rendre, la finance un peu, on a fait ça essayer de faire ça gamifié, donc que ce soit comme un jeu et que les gens du coup y restent. On essaye aussi des fois de faire des choses un petit peu spécialement pour les femmes. Voilà, les femmes, elles réfléchissent pas, sur certains sujets, comme, peuvent le réfléchir les hommes. Elles ont besoin souvent de plus, d'appréhension, avant d'investir et de comprendre bien les choses. Et ensuite, bon, je te cite un peu, comme ça, mais on peut avoir, par exemple, sur les indépendants, des personnes, mhm. qui ne sont pas salariées, où là, ben, le sujet de la fiscalité, ça peut être un gros sujet pour eux. Donc eux, on va peut-être plus orienter, on va plus avoir une angle d'entrée, de communication par rapport à ça pour eux. Très bien. Alors là, du coup, moi, on va s'attarder sur le modèle du mon petit placement, donc qui est quand même un modèle digital first, mais tout de même avant tout humain, puisque mon petit placement communique beaucoup sur la proximité. Conseiller disponible 7 jours sur 7, un ton conversationnel, 4,6 sur 5 sur 3,7 Trustpilot, même maintenant. 4,7. Ouais, donc, et puis, avec tout ça, avec tous ces indicateurs, comment le contenu contribue-t-il à entretenir ce lien humain dans une relation 100% digitale? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà tout ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la vidéo. Mhm, Je pense que la vidéo, ça permet de garder un lien humain même quand on est dans le digital. mhm, Donc c'est important de voir qui il y a derrière quand même, mon petit placement. Donc nous, on essaye beaucoup de mettre, que ce soit sur les réseaux sociaux, de mettre, beaucoup de photos ou de vidéos, des conseillers, des personnes qui travaillent chez mon petit placement. mhm, Ensuite, à savoir, c'est un peu notre fierté, c'est qu'on est une des seules entreprises à ne pas avoir de chatbot. Nous, on a un chat et sur ce chat, c'est mhm. des conseillers humains qui répondent derrière, qui sont D'accord. disponibles 7 jours sur 7, et qui sont disponibles toute la journée jusqu'à, 22 heures. Donc voilà, ça fait quand même une grosse, Ah, partie de effectivement. la journée où voilà, on veut pas mettre, d'IA, en tout cas, pas pour le moment, mais on trouve que c'est vraiment important que ce soit des humains qui soient derrière ça. Mhm, Avec une réponse, du coup, ultra rapide. Enfin, l'idée, c'est de répondre dans les moins de 2 minutes, sur ces temps, où les conseillers sont disponibles. mhm, On a beaucoup de nous, on a une équipe de conseillers qui est quand même assez grosse, hein. Il y a mhm, presque, une bonne quinzaine de conseillers chez Multiplacement, et donc l'idée, c'est qu'ils soient disponibles au téléphone pour répondre à toutes les questions des clients, que ce soit, bah, au téléphone ou, en visio. mhm, Et puis après, une dernière chose, je pense que c'est les formats, live slash, webinar qu'on a l'habitude de faire avec nos clients, qui nous permettent de garder ce lien de proximité entre Thomas, qui est le, CEO de Multiplacement et nos clients. En fait, on fait ça une fois tous les mois ou tous les 2 mois, un petit webinar, sur des sujets, divers et variés et l'idée, c'est de pouvoir, que nos clients puissent directement poser leurs questions à Thomas et inversement, qu'ils puissent, échanger, pendant ce petit moment-là. Alors, c'est vrai parce que vous avez fait le choix d'un ton très accessible, presque décalé, hein, donc pour rappel, Flouze, Intrépide, Cahier de vacances. Ce positionnement éditorial est-il un facteur de différenciation par rapport à des acteurs plus institutionnels comme les banques assureurs ou les courtiers traditionnels?
Oui, carrément. C'est une vraie différenciation que nous, on a face, aux acteurs institutionnels et face à beaucoup de nos concurrents aussi. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup à avoir ce positionnement-là, d'être très, facile à comprendre, sans jargon, décalé, presque, humoristique sur certaines, Mmh. connotations. Hem, Nous, quand on réfléchit nos contenus, on se dit, «Est-ce qu'une banque pourrait faire ça?» Si la réponse est oui, on poste pas. Si la réponse est non, alors on va le poster. En gros, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on veut se défaire de cette image, de la finance qui est ennuyeuse, qui est chiante, qui est, pas cool et qui est institutionnelle, quoi. Enfin, nous, on veut vraiment s'enlever de cette image-là et on veut pas que l'argent, ce soit un sujet qui fasse peur. Donc il faut utiliser des termes et des moyens et des contenus un peu différenciants pour pas que ça fasse peur aux gens, quoi. Très bien. Alors maintenant, Solène, moi j'aimerais, savoir le regard que tu portes sur les courtiers traditionnels. Mmh mh. Quand tu penses aux courtiers familiaux traditionnels en assurance vie et prévoyance, ceux qui gèrent une relation client en présentiel exclusivement depuis 20 ans, que penses-tu de leur capacité à s'adapter face à des acteurs comme Mon Petit Placement? Mmh, alors je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes cibles de personnes, c'est-à-dire que nous, on est hyper assez accessible, donc on rend, enfin, donc c'est disponible dès 300 € chez Multiplacement. Moi, personnellement, quand je travaillais en gestion de patrimoine à l'époque, c'était minimum 10 000 € et encore 10 000 €, c'était très bas pour un gestionnaire de patrimoine. En général, on est plus sur du 100 000 €. Donc, on est quand même sur, 2 choses un peu différentes. Je pense qu'en effet, quand on est sur des personnes avec, CSP++, avec, des gros montants à investir, il faut forcément une hyper personnalisation et il faut vraiment que des conseillers soient hyper dédiés, Mmh. ce que vont fournir du coup les courtiers familiaux un petit peu plus, family office et cetera. Donc je pense que l'atout qu'ils ont, c'est la connaissance client. Enfin voilà, ils peuvent vraiment faire de l'hyper personnalisation, la confiance qu'ils ont pu accumuler au fil des années. C'est un cabinet, comme tu disais, qui est ouvert depuis, plus de 20 ans, donc il y a une relation long terme qui crée avec eux. Mmh. Donc après, ça va être beaucoup de bouche à oreille, je pense, pour eux, ben, voilà, imaginons que moi, je suis dans un family office, bah, je vais en parler après à mes enfants, qui vont en parler à leurs enfants. Donc voilà, je pense que ça marche beaucoup comme ça. Mmh. Après les freins, je dirais que, bah, du coup, je pense qu'ils ont très peu d'investissement dans les contenus digitaux comme nous, on peut le faire. Pour nous, c'est notre investissement, enfin, c'est là où on va le mettre, le gros, paquet. Mmh. Je pense qu'ils ont des habitudes très institutionnelles et très, à l'ancienne, Mmh. qu'il faut des fois peut-être un petit peu, moderniser. Après je vois de plus en plus des, family office ou des courtiers qui vont un petit peu essayer de s'adapter dans leur com et qui vont essayer de pas seulement proposer un site corporate, mais qui vont par exemple, commencer à un petit peu, communiquer sur LinkedIn. En général, c'est un petit peu, ce qu'ils utilisent comme, communication. Mais voilà. OK. Hem, En tant que content, manager, dans une fintech qui démocratise, l'épargne, as-tu le sentiment que ton travail, contribue à changer la culture financière en France? Et si tu devais prodiguer un seul conseil, éditorial, bah, à ce courtier familial très traditionnel, dans lequel, bah, la culture du papier domine encore en interne, eh bien, que vas-tu lui prodiguer pour se lancer dans le contenu digital? Ce serait lequel? Alors pour répondre à ta première question, je dirais oui à notre petite échelle. Je pense qu'on contribue un petit peu à changer la culture financière et du moins à essayer de la rendre un petit peu plus attrayante, Mmh. notamment par des contenus un peu différenciants comme, on a fait l'année dernière un cahier de vacances. C'est quelque chose qui avait Mmh. super bien marché et en fait, ça permet de parler de finances aux gens, d'une manière hyper détournée et que les gens ont adoré. Donc je pense Mmh. que voilà, trouver des petits, hacks comme ça, un petit peu, sympas, ça peut être cool pour faire parler de finances et pour, éduquer les gens. Mmh. Hem Et du coup, si j'avais
un conseil à donner à un courtier qui veut se lancer dans le contenu digital, je dirais de déjà pas trop se prendre la tête. Je pense que déjà commencer avec ce que nous on fait, du contenu à l'écrit, c'est déjà super. L'investissement, pour la vidéo, c'est quand même pas la même chose. Ça demande de l'expérience, ça demande du montage vidéo, ça demande un appareil de qualité. Donc je pense que déjà se lancer juste, sur des, articles de blog pour se faire connaître un petit peu, se faire référencer, faire, une petite newsletter, un petit peu de contenu sur LinkedIn, je pense que c'est déjà une première bonne étape. Et après, je dirais arrêter si on veut se faire connaître si l'objectif est de se faire connaître auprès d'autres personnes, c'est arrêter de parler des produits directement, mais parler plutôt à des problèmes, enfin répondre à des problématiques de clients. Et ensuite, vous amenez votre produit. Et pas l'inverse, parce qu'en fait, les contenus, c'est pas censé être de la pub pure et dure, c'est vraiment censé être d'abord d'éduquer les gens et puis ensuite, quand ils sont éduqués, leur amener les solutions aux problèmes, on va dire. OK, très bien. Eh ben, écoute, c'est sur cette question que va se clore donc l'interview. Il te reste plus que 3 minutes, donc je vais pas plus retarder. Il nous manque donc moi j'ai mis les questions que nous n'avons pas pu Ouais, traiter dans cette vidéo. Il y en a au total 6. ouais. Donc, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, ces 6 questions seront traitées par Solène, qui me fera parvenir par écrit donc ces réponses et feront l'objet d'un article de blog, qui sera diffusé dans mon profil LinkedIn, Mehdi Chevignot. Solène, un dernier mot? Et ben, merci Mehdi pour cette interview en tout cas. Et puis, hésite pas si tu as besoin à un moment où tu as des questions et tout, à me contacter sur LinkedIn. Et voilà. Merci, merci. Merci à toi aussi de m'avoir accordé ce moment et de me parler justement de ton activité chez Mon Placement Financier. Mon petit placement, pardon. Désolé. Et puis, écoute, je te souhaite bon courage et puis au plaisir hein, pour une prochaine peut-être. Merci à toi. Belle journée. Belle journée à toi aussi. Salut. Salut.